Bonjour à toutes et à tous, Pascal Curtil, GFI, pour un nouvel épisode, l'épisode 3 du Virtual Tour. Et aujourd'hui, on s'intéresse en 5 minutes, on va essayer de passer en 5 minutes, à une question qui se pose souvent, c'est quoi un persona ? Si vous utilisez dans vos projets informatiques, applis web, etc., des personas, ou si vos partenaires prestataires utilisent des personas et vous proposent des personas, eh bien c'est l'occasion de comprendre exactement de quoi il s'agit. On a retenu une définition qui est très simple. Un persona, c'est une personne fictive qui représente un groupe cible d'utilisateurs. D'accord ? Une personne fictive, donc ça veut dire qu'on va lui donner des caractéristiques, on verra ça tout à l'heure. On va lui donner des caractéristiques psychosociologiques, un nom, un prénom, un âge, etc. Elle représente un groupe cible d'utilisateurs, c'est-à-dire que dans vos applications, dans vos sites, vous avez des groupes d'utilisateurs et vous segmentez vos populations, c'est la base du marketing, vous segmentez vos populations en groupes d'utilisateurs qui ont des comportements ou chez qui vous avez identifié des comportements à peu près similaires. Et donc, un persona représente une personne fictive, un groupe d'utilisateurs cibles. J'ai retenu une autre définition dans l'Encyclopédia Universalis qui me paraît très intéressante aussi. Le mot latin persona désignait le masque de l'acteur. Puis il a signifié le personnage ou le rôle. Donc ça, c'est exactement ce qui va se passer et ce qui se passe aujourd'hui dans les personas dans le domaine de l'IT. D'une façon très générale, le persona est le masque que tout individu porte pour répondre aux exigences de la vie en société. Voilà, ça c'est une très belle définition. Alors, un exemple de persona simple. Un persona, comment ça se présente maintenant que vous savez ce que c'est ? Eh bien, par exemple, sous la forme d'une fiche très simple, comme celle-ci, avec donc du coup on peut animer le persona avec une photo, un prénom, et puis des informations sociologiques, là, un âge, une profession, une situation, une localisation. Donc déjà, ça nous personnifie ce persona, ce groupe d'utilisateurs va se retrouver dans cette personne-là. Deux sujets sur une fiche persona extrêmement simple, deux sujets sont importants, les motivations, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il ou elle apprécie. Par exemple, pour Annie, c'est le shopping en ligne, la simplicité, le besoin de comparer, la déco d'intérieur, les collections suivies dans le temps, et puis elle a un motto qui est « si on peut me conseiller en fonction de ce que j'aime, c'est parfait ». Donc ça, c'est important, et ce persona, il est un peu particulier, c'est ce qu'on appelle un buyer persona, c'est-à-dire que dans le retail, dans le commerce en ligne, les personas s'appellent des buyer personas, et en fait, c'est ce qui va permettre de vous conseiller dans vos achats et de vous proposer des produits qui vont normalement vous convenir mieux que les autres. Donc motivation, premier sujet, essayez d'inventer, de trouver les motivations que ce persona-là aura pour aller vers vos services. Et les contraintes, ça c'est intéressant aussi et c'est important, très peu de temps disponible évidemment. Apprécier les services à valeur ajoutée, envie de nouveautés régulièrement, ça a des implications sur la manière dont vous allez lui proposer à ce groupe d'utilisateurs représenté par ce persona vos services et vos produits. Très peu de temps disponible, ça veut dire qu'il ne va pas falloir envoyer des contenus trop importants en volume, et qu'il va falloir se contenter et faire bien de l'UX content, de l'UX writing, de l'éditorial positif et simple pour que ça fonctionne. Voilà, donc des données sociologiques, les motivations et les contraintes, c'est la base. Alors c'est très très simple. Maintenant, un persona plus complexe. Les personas peuvent être aussi beaucoup plus complexes. Avec celui-ci, je vous montre 3 fiches sur 5. Merci à l'équipe GFI qui a développé ce persona. Le nom, le secteur d'activité, le chiffre d'affaires dans l'entreprise, le nombre de salariés, etc., etc. C'est un profilage complet en fait. Les rôles et les objectifs du persona, ses missions, ça c'est important, son contexte professionnel, ses obstacles et ses difficultés, ce qui est très important d'essayer d'imaginer les obstacles et les difficultés de vos catégories d'utilisateurs. Parce qu'en fait, vos services, vos produits, vos applications doivent permettre de lever ces difficultés et puis de les aider à résoudre leurs problèmes. C'est ça le sujet. Et sur le 5, les attentes par rapport à une offre ou un produit, qu'est-ce qui peut l'intéresser comme service ? Est-ce qu'il vous connaît déjà ? Quels sont ses besoins ? Quel temps a-t-elle à consacrer à la recherche d'informations ? Et quelles infos cherche-t-il et sous quelle forme, par exemple ? Tout ça, tout cet univers de questionnement et de données est important pour un personnage
persona quand vous le voulez complet. Évidemment, c'est plus complexe à faire. Bien, donc voilà, un exemple de persona simple, un exemple de persona complexe. Les données des personas, voilà une chose importante à retenir, les données des personas, soit vous les inventez en groupe de travail, pendant la conception, on va le voir tout à l'heure, soit vous pouvez les sourcer depuis du data analytics, si vous avez des statistiques sur vos services existants, ou depuis de la recherche utilisateur. Pour remplir ces personas, on peut aussi imaginer qu'on aille faire des interviews d'utilisateurs cibles, de groupes d'utilisateurs, qui vont nourrir les données de vos personas. Voilà, donc 2 façons de faire. Ensuite, pourquoi fait-on des personas ? 3 raisons principales. On conçoit pour les utilisateurs, ça c'est point clé. C'est-à-dire que en vous mettant dans la peau d'un persona, vous entrez ce qu'on appelle en empathie, c'est-à-dire vous vous mettez à la place de quelqu'un qui va utiliser vos services ou acheter vos produits. Et donc ça change complètement votre état d'esprit et vous devenez centré utilisateur. Donc vous entrez dans un mode de conception centré utilisateur. Ça c'est vraiment le plus intéressant et le mieux qui puisse vous arriver dans la conception d'un projet. Vous concevez pour les utilisateurs avec des personas. Sujet numéro 2, vous clarifiez vos services. Eh bien oui, parce qu'en fait, se demander ce que les utilisateurs ou ce que les clients veulent réellement et comment ils vont se comporter, eh bien ça permet de clarifier ces services. C'est-à-dire qu'on ne va pas présenter les services ou les offres de la même manière, en fonction de ça. Donc ça, c'est une relecture des offres à la lumière de ce que veulent vraiment les utilisateurs. Numéro 3, miser sur le long terme. Miser sur le long terme, c'est important parce que vos personas vont évoluer avec vos services et vos services vont évoluer avec vos personas. Donc ça, c'est important aussi. Ça vous permet de développer quelque chose de consistant dans le temps. Voilà pour le pourquoi des personas. Alors, quand faut-il faire des personas ? Là aussi, 3 sujets. Pendant la conception, évidemment, je vous en ai parlé. Donc, dès la phase d'idéation, pendant les ateliers de conception, on fait des personas en groupe en général, en atelier. On imagine des personas et puis on complète au fur et à mesure les fiches que vous avez vues tout à l'heure. Il y a plein d'exemples sur Internet de fiches persona, n'hésitez pas. Numéro 2, le plus tôt possible, évidemment. Hein, c'est comme plein de choses en matière de centrage utilisateur. Si vous commencez une conception centrée utilisateur, eh bien, il faut le faire, évidemment, le plus tôt possible. Et numéro 3, pour un nouveau service. C'est-à-dire que vous avez déjà un écosystème de services, vous avez un ensemble de produits. Si vous introduisez un nouveau produit ou un nouveau service dans votre offre, à ce moment-là, ça vaut le coup peut-être de se dire, eh bien, qui va utiliser ça, quel groupe de personnes vont utiliser ça, et alors de créer un nouveau persona. Voilà, donc 3 idées principales sur quand faut-il faire un persona. Alors, des conseils pour réussir, il y en a 5 principalement, des conseils simples. Vous allez voir, faire des personas, vous l'avez compris, c'est utile dans tous les cas. Donc là, vraiment, ne vous posez même plus la question. Quand vous lancez un nouveau projet digital, faites des personas. Numéro 2, ni trop ni trop peu. Hein, le persona, c'est quand même du travail. C'est une vraie charge de travail pour concevoir tout ça, pour affiner, pour échanger. Donc, n'essayez pas d'en faire 50 ou 100, hein, parce que là, vous faudrait une plateforme de marketing automation notamment. Donc, c'est après des choses plus compliquées. Donc, on considère que 3 à 5 personas, ça permet d'identifier vraiment pas mal de besoins de vos groupes d'utilisateurs. Donc ça, c'est bien. 3 à 5 personas, retenez ce chiffre, c'est bien. Si évidemment, vous faites une application professionnelle qui est dédiée à une population réduite avec une seule typologie d'utilisateurs, alors vous pouvez avoir un persona. Faites un persona quand même. Mais retenez que 3 à 5, c'est le bon chiffre. Numéro 3, ne faites pas trop compliqué. Vous avez vu les fiches tout à l'heure. La première était très simple, peut-être trop simple. La seconde était complexe, peut-être trop complexe. Donc, ne faites pas trop compliqué parce que c'est décourageant, en fait. Au fil du temps, vous n'allez pas arriver à remplir une fiche trop compliquée et à la faire vivre. Donc, pas trop compliqué. 4e conseil, faites évoluer vos personas pour optimiser vos offres. On l'a vu sur le slide précédent. C'est vraiment important que ces personas vivent. On ne peut pas laisser des personas et puis ne pas les faire évoluer parce que vos offres évoluent et parce que vos typologies d'utilisateurs évoluent. Donc ça, c'est simple. Et l'illustration de ça, c'est par exemple, vous êtes une banque, vous lancez une nouvelle appli mobile à destination de vos clients, vous avez plusieurs typologies de vos clients. Vous avez des étudiants qui recherchent des prêts, vous avez des jeunes qui démarrent avec leur premier emploi et qui ont leur premier salaire. Vous avez des couples qui s'installent et qui veulent acheter une maison. Tous ces personas-là représentent des groupes d'utilisateurs différents évidemment, et vont évoluer dans le temps. Et si vous suivez votre clientèle, et c'est important de fidéliser dans la durée, notamment si vous êtes une banque, vos étudiants qui consomment du prêt, ils vont se transformer en jeunes actifs qui vont avoir des salaires et d'autres besoins. Et ces jeunes actifs vont se mettre en couple et vont vouloir acheter par exemple un bien immobilier. Et ça va être encore d'autres besoins. Donc de faire évoluer vos personas, ça permet dans le temps, y compris dans un temps long, de suivre vos populations de clients.
et de faire évoluer vos services en fonction. Donc ça, très important, faites évoluer vos personas. Et en 5, faites vos personas en groupe, c'est-à-dire que vous pouvez vous dire, même si vous êtes extrêmement brillant, je vais faire des personas tout seul, mais c'est en général pas la bonne façon de faire, puisque à plusieurs cerveaux, on a des idées et des points de vue très différents qui vont enrichir les personas, donc faites ça plutôt en groupe, et rentrez dans vos groupes des personnes d'horizons très différents, ce sera enrichissant pour les personas. C'est tout pour aujourd'hui. J'ai fait plus court que la dernière fois, que l'épisode 2 et l'épisode 1, donc du coup, je suis ravi de vous retrouver et j'espère que ce rendez-vous va devenir relativement régulier. Il y a plein de sujets à traiter en UX. Maintenant, vous avez appris aujourd'hui ce que c'est qu'un persona. J'espère que ça vous aura donné envie d'en faire dans vos projets digitaux. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et de vos proches. Restez confinés et surtout, gardez le moral. À très bientôt. Ciao.